Alors, bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, on va essayer de terminer le chapitre et conclure le cours parce qu'on est pressé par le temps. Il y a donc Monsieur Chehouani qui attend aussi sa part de ce cours, de ce module, pardon. Et c'est pour ça que on devrait terminer aujourd'hui. Sinon, si on ne termine pas aujourd'hui, nous allons essayer de programmer une séance de rattrapage. J'espère qu'elle ne soit pas trop longue. D'accord? Alors, je vais faire le maximum pour qu'on puisse terminer aujourd'hui même le chapitre et le cours. D'accord? Avant de commencer, je vous avais demandé de me confirmer si vous avez reçu les instructions pour le mini-projet, le rapport. Est-ce que vous avez reçu donc les instructions? Le délégué, il est là? Et Youb, je ne sais pas s'il est là. Enfin, qui n'est pas là. Alors, est-ce que vous avez reçu les instructions pour le rapport? S'il y a quelqu'un qui parle, il devrait désactiver son micro en premier. Non, monsieur. Alors, je vous ai envoyé les instructions sur la fenêtre ici de discussion, de conversation. D'accord? Ici. D'accord? Donc, vous devriez rentrer sur la fenêtre de discussion et vous avez les instructions. D'accord? Donc, je vous ai demandé un rapport qui soit sous forme d'une introduction générale, une partie, un chapitre qui va être généralité, une partie traitant le vif du sujet, ça veut dire les verres céramiques, d'un point de vue thermodynamique, d'accord? Donc, insister sur la partie thermodynamique au lieu d'insister sur autre chose. Et vous allez terminer donc votre rapport par une conclusion générale. Ce que j'ai oublié, c'est de bien mettre aussi la liste des références, d'accord? Vous devriez introduire vos références dans le texte et mettre votre liste de références donc, à la fin, donc la bibliographie ou bien la liste bibliographique ou bien les références ou bien références bibliographiques, vous la nommez comme vous voulez, d'accord? Et donc les idées principales pour les verres et céramiques, vous les avez sur ce document, d'accord? Le document Word que je vous ai envoyé. Vous allez voir que je vous donne différentes idées au niveau, par exemple, des verres. Chercher ce qui est, pardon, la température de transition vitreuse, la partie thermodynamique donc de, de la formation des verres. Donc pourquoi on a une température de transition vitreuse et pourquoi on a une transition, par exemple, cristalline pour les matériaux, etc., etc. D'accord? Donc vous avez différentes idées. Vous avez donc aussi, donc je demande des exemples, par exemple, de diagrammes de phase pour les verres et les céramiques, etc., etc. D'accord? Alors, vous allez vous baser sur ces idées. Ça ne veut pas dire que vous allez suivre les idées point par point dans l'ordre. D'accord? Donc, vous pouvez changer l'ordre selon la manière que vous êtes en train d'écrire votre rapport. Cherchez, donc on va dire des mots-clés que vous devriez chercher et vous devriez chercher et développer durant donc, la rédaction de ce rapport. D'accord? J'ai dit que le rapport d'une vingtaine de pages. D'accord? Donc plus ou moins 20 pages jusqu'à 25 pages. Il n'y a pas de problème. D'accord? Vous avez déjà utilisé une semaine. Maintenant, est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas si je vous ai perdu. Vous m'entendez? Oui, monsieur, oui. Je vous ai perdu à un moment. J'avais un problème de connexion. C'est pour ça que je voulais juste vérifier que vous m'entendez. Alors, vous avez consommé donc une semaine de votre temps. Il vous reste 3 semaines pour rendre
le rapport, d'accord. 3 semaines, si je vérifie sur mon calendrier, pour vous donner une date exacte. Alors, le 26, ça sera 2 semaines, le 5, le 12, 3. Je vous donne jusqu'au dimanche au lieu du vendredi. Donc, dimanche 14 pour le rendre. D'accord? Donc, vous devriez noter que le 14 mars, ce sera le dernier jour pour recevoir vos rapports. Si je ne le reçois pas donc, avant le 14 mars, je ne vais pas considérer donc, le rapport. Ça va être un zéro. D'accord? Donc, vous avez tout le temps pour travailler votre rapport et me le rendre dans les limites. D'accord? Bien dans les délais. Maintenant, on reprend notre cours. Alors, après la définition de la tension superficielle, on avait dit qu'il peut être une énergie ou bien en même temps c'est une force qui va réduire au maximum la surface, donc par exemple d'un liquide, pour avoir le plus de stabilité, pour avoir donc l'énergie minimale. D'accord? Donc en thermodynamique, ce qu'on cherche en général, c'est d'arriver à un état d'équilibre. D'accord? Et on avait dit qu'on peut aussi la considérer comme l'énergie appliquée ou bien la force appliquée pour augmenter donc la surface d'une phase. Euh, cette augmentation donc de surface donc jusqu'à pratiquement donc arriver à créer une fente sur cette surface. D'accord? Alors, on avait dit que, par exemple, les gouttes d'eau, elles ont une forme sphérique parce que c'est la forme qui permet d'avoir le minimum de surface. Et cela veut dire que on aura donc, le système le plus stable possible dans ce cas, qui est donc l'eau stable par rapport à l'environnement dans lequel elle est, qui n'est autre que l'air. D'accord? En plus, on avait donné l'exemple aussi que si on a deux gouttes qui se rapprochent, ces deux gouttes vont essayer au maximum donc, de fusionner pour former donc, une nouvelle goutte qui aura une enveloppe, une surface qui soit encore plus petite, qui sera encore une fois la surface minimale pour avoir le plus de stabilité. Maintenant, passons à l'équation de Young et de Laplace. Prenons maintenant une goutte d'eau. On vient de dire qu'une goutte d'eau va prendre donc la forme d'une sphère. D'accord? Donc on a notre goutte d'eau qui a une forme sphérique. Cette goutte d'eau, c'est-à-dire qu'on a une phase liquide, qui se trouve dans une phase gazeuse. Dans ce cas, donc, la phase liquide, c'est quoi? C'est l'eau. Et la phase gazeuse, c'est l'air, par exemple. La phase gazeuse, c'est... Donc, à ce moment,
on a une interface. Liquide. Gaz, d'accord. Donc, on a une interface liquide. Gaz, je peux même donc vous la montrer ici, ce sera cette interface ici. Alors, pour avoir cette forme sphérique, elle est formée par quoi? Elle est formée grâce donc, à la tension superficielle qui va permettre de réduire, de diminuer, de minimiser cette surface. D'accord? Donc, les tensions superficielles, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont essayer de minimiser la surface puisque cette goutte d'eau, normalement, c'est un volume. D'accord? C'est un volume qui occupe cette sphère ici. Ça veut dire que ces forces, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont provoquer donc l'apparition d'une pression donc interne qui va être donc opposée, qui va s'opposer à ces forces ici de la tension superficielle. D'accord? Donc on a une pression interne PI. Donc, permettant la formation Je suis désolé, aujourd'hui, apparemment, j'ai un problème au niveau de ma connexion. C'est pareil, donc à chaque fois, je vous perds et je vous revois. Donc, je m'excuse, mais comme vous le savez, la séance est toujours donc enregistrée. Donc, si vous perdez quelque chose, vous pouvez toujours revenir sur l'enregistrement. Alors, j'ai dit que donc, pour la formation de cette goutte d'eau, donc on a une pression interne qui va donc qui s'oppose à la force de la tension superficielle. Et aussi, bien sûr, on a une pression externe, ici que je nomme P0. Appliquée par le gaz, et dans ce cas, c'est l'air. Donc, je viens de lire les forces de tension superficielle qui sont dirigées vers l'intérieur. Donc, ils vont former cette enveloppe. Donc, la voûte exerce une compression à l'intérieur donc de celle-ci. D'accord? Et donc, on aura donc une pression interne, dans ce cas, qui va s'opposer à cette tension. Et cette pression interne va être supérieure à la pression donc, externe pour avoir, bien sûr, la formation, dans ce cas, de cette
gouttes. D'accord? Je vais reprendre. Il n'y a pas besoin de reprendre. Alors, ici, puisqu'il y a des forces qui s'appliquent, donc la pression, c'est une force qui va s'appliquer de l'extérieur donc sur cette goutte d'eau et la pression interne donc, de l'intérieur vers l'extérieur qui va s'opposer donc pour former cette goutte. En principe, donc, ce sont des forces, d'accord? Ce sont des forces appliquées. Qui dit force, donc dit travail. Travail. Ce système. Dans ce cas, ça sera quoi? TW est égal à quoi? Donc, on a deux forces donc opposées. D'accord? Donc, on a cette pression de l'extérieur vers l'intérieur qui va être appliquée dans ce sens. Donc, une force dans ce sens. Zéro. Et une force dans ce sens. F. Ça veut dire qu'il y aura deux énergies, chacune avec une valeur donc opposée. On aura au lieu d'addition, on aura soustraction. D'accord? Donc P 0 dV plus, bon, au lieu d'avoir un moins, on aura un plus, donc on a soustraction entre les deux, plus P interne dV. D'accord? Donc ça peut être considéré comme le travail externe et celui-là, c'est le travail interne. DWE et DWI. DWE. C'est le travail de la pression externe. Et 0. Et DWI, c'est le travail de la pression interne. Or, d'autre part, la forme
de la goutte est sphérique. D'accord. Alors, le volume devrait être égal à quoi? 4 sur 3 pi r au cube. D'accord. Pi r au cube. Bien sûr, un dérivé va être 4 pi r au carré dr. On peut remplacer ici. Voilà, 4 pi r au carré. D'accord. Donc, pi moins p0 fois 4 pi r au carré dr sera donc le travail total dans ce cas, d'accord? Et c'est cette différence, donc PI, ou bien l'expression de cette différence, qui est dite la loi de Laplace, d'accord? Delta P. Et par définition aussi, donc on a aussi le travail est égal à quoi? Définition que j'avais donc TW aussi est égal à
gamma D de A, où gamma est la tension donc superficielle dans ce cas. D'accord? Donc dW. Ici aussi. Par définition. dW est égal à sigma fois D de A. Avec A, c'est 2pi au carré. 2pi R au carré, pardon. 2pi R au carré. Donc D de A est égal à quoi? Est égal à 4pi R dr. Et sigma, bien sûr, c'est la tension superficielle. Alors, avec l'égalité entre les deux expressions, on prendra ça au lieu de i moins 0. Et je vais prendre donc cette valeur. On peut maintenant simplifier. Donc, le carré du R avec ça. R ici. Pardon, c'est une sphère, donc ici c'est 4pi. Je m'excuse. Hein. Ici, ce n'est pas un cercle, mais c'est une sphère. Donc c'est 8 ici. Donc ici, le 4, je ne peux pas le simplifier. Ici, c'est 8. Très bien. Alors, delta P.
on aura delta P qui va être égal quoi? Je vais insérer sous forme d'équation, c'est mieux. Delta P sera égal à 2 gamma ou bien sigma. Vous avez les deux nomenclatures pour la tension superficielle. Dans ce cas, j'ai écrit sigma, je vais laisser sigma. 2 sigma. Donc, sur, bien sûr, le rayon ici, R. D'accord? Donc, delta P, qui n'est autre que la différence entre la pression interne et la pression donc, externe, est égal à 2 gamma sur R ou bien 2 sigma sur R, 2 fois la tension superficielle divisée par le rayon, dans ce cas, de cette goutte ou bien de cette sphère. Donc, cette différence de pression est dite loi de Laplace. D'accord? Donc, à travers la tension superficielle et les différentes pressions, vous pouvez retrouver soit le rayon de la goutte, ou bien, donc inversement, aussi calculer donc, la pression interne qui peut exister dans le cas de la formation d'une telle goutte. D'accord? Dans ce cas, on a pris donc une goutte, ça veut dire qu'on a pris un volume qui est occupé donc à l'intérieur de la sphère donc, externe qui est l'interface. D'accord? Remarque, si c'était une bulle, dans le cas d'une bulle, au lieu d'une goutte, qu'est-ce qu'on aura à votre avis? Comment va devenir la loi de Laplace? Premièrement, on aura combien d'interfaces? On aura deux interfaces. Il y aura présence de deux interfaces. On aura l'interface gaz liquide. Et liquide gaz. Pour bien le spécifier, pour les gens qui ont du mal à le voir, je vais spécifier que ça sera gaz interne et liquide qui n'est autre que la bulle et gaz externe, donc l'atmosphère interne à l'extérieur, d'accord? Qui ne sera autre que, par exemple, l'air. D'accord? Donc vous avez votre bulle, comme ça.
vous avez votre bulle comme ça. Vous aurez cette interface. Et vous avez cette interface à l'intérieur. Donc, le liquide ne va être autre que cette couche de savon, par exemple, si c'était du savon, d'accord? Si c'était une bulle de savon, ça sera seulement la couche ici qui va séparer le gaz qui sera à l'intérieur du gaz qui sera à l'extérieur, d'accord? Donc le liquide, ça sera seulement cette couche, cette croûte, on va dire, qui va séparer les deux gaz, d'accord? Dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la loi de Young? Pardon, la loi de Laplace. On n'est pas arrivé à la loi de Young. Dans ce cas, dans le cas d'une bulle, la loi de Laplace devient comme suit. Comment va-t-elle devenir à votre avis? Il n'y a personne qui répond? Je ne sais même pas si vous êtes là ou pas. Alors, puisque vous avez deux interfaces, vous aurez deux forces dues aux tensions superficielles et vous aurez donc deux fois les valeurs d'avant. Et on avait déjà montré ça la séance dernière. Si vous vous rappelez donc sur notre fameux cadre coulissant où on avait dit qu'on a donc deux forces ici parce qu'il y a donc ça, ce sera un solide et ça, ce sera un liquide et ça, ce sera un solide et un liquide. Donc vous avez deux interfaces encore une fois ici, à part bien sûr les interfaces qu'on a du gaz et du liquide. Et donc forcément vous aurez le double en termes de force et vous aurez, au lieu d'avoir 2 sigma R, puisqu'il y a deux interfaces, vous aurez 4 sigma sur R dans ce cas. D'accord. Maintenant, passons à l'angle de contact. Donc, premièrement, qu'est-ce que l'angle de contact? Donc, l'angle de contact, déjà, c'est un paramètre très important, tout spécialement pour les gens. Par exemple, si je veux rester sur votre master, il y aura des gens qui vont effectuer des projets de fin d'études, par exemple, sur des couches minces, sur le dépôt de couches minces, le dépôt dépôt de film au-dessus de substrat. Donc, l'angle de contact, il est très important à évaluer dans ce cas parce qu'il permet de connaître la mouillabilité, la capacité de mouillage d'un liquide, d'un fluide, donc tout spécialement les liquides, par rapport à un solide, d'accord? Donc un liquide qui mouille bien, donc une solution que vous préparez au laboratoire par exemple, qui mouille bien, un substrat donné, va permettre de donner de bonnes couches déposées au-dessus de ce substrat. S'il ne mouille pas bien, donc vous aurez donc perte de votre liquide que vous avez préparé, que vous voulez déposer sous forme de couche. Et dans ce cas, donc, vous aurez seulement votre substrat. D'accord? Donc, l'angle de contact, c'est un angle qui permet d'évaluer la capacité de mouillage ou bien la mouillabilité d'un
substrat. D'accord? On va l'écrire sous forme de définition. Donc, est un paramètre mesurable qui permet de déterminer la mouillabilité d'un substrat et d'un solide, c'est mieux, par un liquide. D'accord? Donc c'est donc la mouillabilité ici pour les gens qui ont des difficultés à comprendre ça, on va dire que c'est la capacité de mouillage. Comment le déterminer d'après le schéma? D'après le schéma ici, on peut voir que c'est l'angle qui se forme entre, donc à l'interface, on va dire, liquide-solide et l'interface liquide-gaz ou bien vapeur dans ce cas. On va dire entre les tensions superficielles des interfaces Donc, c'est l'angle formé entre les tensions superficielles des interfaces, on a dit, solide, liquide, et liquide, gaz ou bien vapeur, d'accord? Donc, solide, liquide, et ici, donc, liquide, vapeur ou bien liquide, gaz, d'accord? Liquide, solide, et liquide, vapeur. Alors, qui dit tension superficielle dit force, donc on peut les représenter sous forme de vecteur. D'accord? Principalement, je vais insister, il permet de déterminer la mouillabilité donc d'un solide par un liquide donné. D'accord? Donc il va dépendre forcément des propriétés du liquide, du solide, par exemple la viscosité du liquide comme exemple. D'accord? Donc pour déterminer l'angle de mouillage, il suffit de prendre donc les différentes valeurs de tension superficielle, que ce soit celle du liquide solide, de l'interface liquide solide
liquide vapeur et solide vapeur, et faire la somme de ces tensions superficielles, bien sûr, sous forme donc de vecteurs. On va prendre les différentes valeurs. Donc, on sait que la somme va permettre d'avoir donc l'équilibre. Ça veut dire que la somme devrait être égale à 0. On a 3 vecteurs. Donc, on a solide, l'interface solide-liquide. L'interface solide vapeur. Et l'interface liquide vapeur ou bien gaz. Donc la somme devrait être égale à 0. Si on revient sur nos différents vecteurs, on peut les écrire sous la forme suivante. Donc, avec leurs normes, on aura donc gamma ls avec un signe. Si on le prend positif, celui-là sera négatif puisque c'est l'opposé. Et ensuite, donc, si la valeur de cette norme donc, est dans ce sens, ce sera donc positif, bien sûr, fois donc, cosinus de cet angle donc, θ. D'accord? Et on peut écrire Monsieur, oui. pourquoi la somme va être égale à 0? Comment? Parce qu'on a l'équilibre. L'équilibre. Oui. La somme des forces va être égale à 0 pour avoir l'équilibre. D'accord? Donc, je reviens sur les différents signes. Donc, gamma ls dans ce sens, gamma SV dans le sens opposé, donc on aura moins, gamma SV, oui, c'est moins, et gamma LV, dans le même sens que LS fois cos θ. Voilà. Cos
θ. Θ. Je m'excuse, je ne sais pas pourquoi. Donc, je crois que c'est à cause de l'enregistrement que l'ordinateur devient de plus en plus lent. Mais bon. Alors maintenant, on peut ressortir donc cos θ pour pouvoir déterminer l'angle. Je vais ressortir tout ça de l'autre côté. Bien sûr, changer les positions. Ce qu'il a fait. Donc, cos θ, je sors ça en premier. Ensuite, ça. Et tout ça va être divisé. Alors, l'angle de contact et la différence entre la tension superficielle de l'interface solide-vapeur et la tension superficielle de l'interface solide-liquide divisée par la tension superficielle de liquide-vapeur. D'accord? Et comme ça, donc on a pu donc déterminer l'angle de contact dans ce cas. Donc en réalité, vous n'êtes pas obligé, donc les gens qui vont continuer un petit peu sur la recherche scientifique, on va dire, sur les matériaux, vous ne serez pas obligé de retrouver les tensions superficielles et faire le calcul de cette manière, d'accord? Donc l'angle de contact, il est mesurable, d'accord? Donc il y a un appareil qui est spécial avec une caméra qui vous permet donc de mettre par exemple une goutte de votre liquide que vous préparez au laboratoire par exemple et que vous voudriez donc déposer au-dessus d'un solide. Donc vous déposez votre liquide et cet appareil photo vous permet aussi donc en même temps de faire la mesure donc en direct de cet angle de contact. Donc vous voyez que c'est une goutte d'eau, de liquide pardon, une goutte déposée sur un substrat solide. D'accord? Donc c'est visuel, c'est quelque chose qui est visuel d'une manière optique, donc vous n'avez pas besoin d'aller vers des grossissements, bien des agrandissements donc microscopiques. Donc vous pouvez le mesurer parfaitement d'une manière donc, macroscopique. D'accord? Et cela vous permet, selon les valeurs, donc pour connaître l'intérêt de cet angle de contact, selon les valeurs de cet état, vous pouvez juger si votre liquide mouille bien ou bien il ne mouille pas très bien ou bien il ne mouille pas du tout votre substrat. D'accord? Voyons maintenant, passons à donc, les différents cas qui peuvent exister. D'accord? Donc, on vient de dire qu'une goutte de liquide déposée sur un solide. Oui, avant de continuer. J'ai une question. Oui, pas de problème.
l'angle de contact juste pour le contact entre un liquide et solide ou bien on peut le parler dans, par exemple, liquide, par exemple, l'huile et l'eau. Non, on ne peut pas parler d'angle de contact entre deux liquides. On peut parler d'interface dans ce cas. D'accord? Ok. On ne peut pas parler de permissibilité. Elle ne va pas avoir donc une relation avec l'angle de contact dans le cas d'un liquide-liquide. D'accord? Donc, ce sont deux phases qui sont différentes, liquide, solide en général. Merci. Donc, une goutte de liquide, on vient de le dire, déposée sur un solide de forme plane. Donc, en fonction de la nature du solide et du liquide, nous avons différentes valeurs d'angle de contact, différents cas qui peuvent se présenter. D'accord? Donc, le liquide peut mouiller parfaitement le solide. Dans ce cas, vous aurez un θ qui est égal à 0 degré. D'accord? Donc, ici, vous avez l'exemple. Ici, ça, c'est votre liquide. C'est votre liquide ici, qui est déposé sur, donc ici, un solide. Donc ça, c'est un substrat en dessous, tout ce qui est ici. Et ici, c'est votre liquide. Vous voyez que l'angle, il est quasiment, donc ici, quasiment nul. D'accord? Si vous vouliez le mesurer, c'est pratiquement impossible. Si je reviens en arrière, et je voulais tracer, par exemple, mon angle de contact, vous voyez que l'angle de contact, si je mets ma tangente ici, mon angle de contact, il est quasiment nul. D'accord? Donc ici, pratiquement, il tend vers une valeur qui est égale à 0. Ça veut dire que, dans ce cas, on a un liquide qui mouille parfaitement donc, le substrat ou bien le solide. D'accord? Un cas où le liquide mouille imparfaitement le solide, c'est un cas comme ça, où on a une goutte sur un solide, un substrat encore une fois, que je vais représenter ici en jaune. Donc, voici votre substrat. Donc l'interface ici, c'est celle-là. Donc vous avez l'interface gaz solide et vous avez votre interface liquide solide dans ce cas. Et en ce qui concerne l'angle de contact, il sera par exemple ici, θ. Et on peut dire que le liquide mouille imparfaitement. Pourquoi? Parce que l'angle de contact est inférieur à 90 degrés. D'accord? Si θ est inférieur à 90 degrés, on dit que le liquide mouille imparfaitement. Plus on tend vers θ égale à 0, plus le liquide va mouiller le solide. D'accord? Plus on tend dans cette direction de 90 degrés et en diminuant, le liquide va mouiller de plus en plus votre solide. D'accord? Maintenant, un troisième cas où θ est supérieur à 90 degrés. À ce moment-là, on va dire que le liquide ne mouille pas le solide. D'accord? Donc à ce moment-là, votre angle de contact est si grand que donc vous avez pratiquement des gouttelettes d'eau qui tendent à devenir de plus en plus sphériques. Et dans ce cas, le liquide ne mouille pas le solide. Un des cas que vous pouvez trouver dans la nature, c'est par exemple donc, pour les plumes ici des canards. Donc les canards, vous savez que ce sont des oiseaux qui en général donc, qui peuvent se poser sur l'eau, par exemple des lacs. En général,
leurs plumes ont une couche, on va dire, graisseuse qui recouvre donc leurs plumes. Cette couche graisseuse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est hydrophobe. Elle n'aime pas l'eau. D'accord? Elle essaye de, de ne pas avoir de l'eau à sa surface. D'accord? Donc, elle est répellente vis-à-vis de l'eau, on va dire. D'accord? Donc, dans ce cas, puisque cette couche qui est formée au-dessus de la plume est graisseuse, ce qu'elle va faire, c'est augmenter au maximum l'angle de contact pour permettre à ces gouttes d'eau de glisser et de ne pas rester donc au-dessus de leurs plumes. D'accord? Donc, les gouttes d'eau sur les plumes des canards, par exemple, sont induites d'une substance grasse, hydrophobe, qui n'aime pas l'eau, qui va répeller cette eau pour rester sèche. D'accord? Et dans ce cas, je vais insister que l'angle de contact, dans ce cas, il est supérieur à 90 degrés. D'accord? Donc, il suffit, par exemple, de faire une mesure au laboratoire d'un liquide par rapport à un solide donné, en déposant une goutte du liquide au-dessus, mesurer l'angle de contact et à travers la valeur que vous avez, vous pouvez décider si donc vous avez un liquide qui mouille parfaitement ou bien un liquide mouillant de plus en plus mouillant si vous allez dans ce sens θ inférieur à 90 degrés. Donc, il mouille imparfaitement à 90 degrés et plus l'angle diminue, plus il devient mouillant. Ou bien, il ne mouille pas du tout si l'angle de contact est supérieur à 90 degrés. Donc, vous pouvez évaluer ça. Donc, en parlant d'angle de contact, c'est un paramètre que personnellement j'ai utilisé beaucoup de fois au laboratoire, pour vous le dire. Une fois, j'étais amené, par exemple, à déposer, à préparer des couches minces au-dessus d'un substrat que tout le monde connaît, donc le plexiglas. Donc c'est un type de polymère qui est transparent, qui a l'air d'être comme un verre, donc il est complètement transparent, mais qui est donc plus léger. Et puisque c'est un polymère, il souffre en général de dégradation à travers donc, les rayons UV. D'accord? Donc l'idée, c'était d'utiliser ce plexiglas comme lentille de Fresnel dans le cas on va dire des modules, on va dire photovoltaïques. D'accord? Donc des modules qui permettent la génération d'énergie électrique à travers l'énergie solaire. D'accord? Donc l'utiliser comme une lentille. Donc vous êtes des physiciens, en principe, vous connaissez ce que c'est qu'une lentille en optique. Alors, on voulait l'utiliser comme lentille, mais le problème, c'est que, donc, en général, la lentille utilisée, sont des lentilles qui sont en verre, qui sont plus lourdes et plus chères donc, à préparer. L'idée, c'était de diminuer le coût de ces modules donc, photovoltaïques pour générer donc, de l'électricité à travers l'énergie solaire. Mais le problème, c'est que le soleil, il contient donc des rayons UV qui peuvent dégrader rapidement, donc avec le temps bien sûr, rapidement cette lentille en plexiglas qui est en polymère. Et notre idée, c'était de déposer une nouvelle couche, donc mince, avec des nanoparticules, que ce soit de titanium ou bien de cérium, d'oxyde de cérium, ou bien la céria, pour absorber donc ces rayons UV et protéger donc cette lentille de la dégradation causée par les rayons ultraviolets. Alors j'étais amené à déposer donc un gel qui va permettre par la suite, donc après spin coating, de former une couche, un film qui va être protecteur vis-à-vis des rayons UV.
Pour ce faire, donc, le problème que j'ai rencontré principalement, c'est le problème de la mouillabilité. Donc, j'avais mon plexiglas avec mon gel que je préparais. Quand je mettais donc mon liquide, mon gel, au-dessus de ce substrat, j'avais des angles de contact qui étaient de ce type, donc supérieurs à 90 degrés. D'accord? Donc, quand vous faites donc, le spin coating, ce qui va se passer, donc à l'image de ce qui se passe pour les plumes du canard, vous allez perdre tout votre gel. Vous n'aurez pas de couche au-dessus. D'accord? Alors, ce problème devait être résolu d'une manière ou d'une autre. D'accord? Donc, la manière avec laquelle j'ai résolu le problème dans ce cas, c'était d'activer donc, la surface, donc activer d'une manière chimique, en provoquant la formation donc, sur le substrat. Si vous voulez, je peux même le tracer ici. C'est un petit peu l'expérience, pour que ce soit plus clair pour vous. Je vais rajouter un diapo que je vais effacer à la fin. C'est un petit peu un tableau pour expliquer. J'avais un substrat de ce type en plexiglas. Donc, le plexiglas, donc, dans ce cas, utilisé, c'était du PMMA, polyméthylmétacrylate, mon substrat. Et ce que j'avais, donc j'avais préparé un gel d'un autre polymère qui me faisait ça. Quand je le déposais, j'avais des angles de contact de ce type. Supérieur à 90 degrés. Alors, ce que j'ai fait pour résoudre le problème, dans ce cas, diminuer l'angle de contact, pour utiliser les termes, pour diminuer l'angle de contact et avoir une bonne mouillabilité, et par conséquence, avoir une quantité de mon gel au-dessus de mon substrat, ce que j'ai fait, c'est donc activer la surface par une méthode chimique, donc une méthode ionique chimique. J'ai bombardé, en utilisant un appareil bien sûr spécial, j'ai bombardé ma surface par des ions, un type de plasma, qui est dirigé vers la surface. Pour créer quoi? Pour créer des radicaux donc libres dans cette surface. D'accord? Donc j'ai créé des radicaux libres qui sont très réactifs, on va dire. Qui sont très réactifs sur cette surface. Et ensuite, quand j'ai déposé, j'ai refait l'opération et j'ai déposé mon gel au-dessus, ce qui s'est passé, c'est que l'angle, en activant cette surface, l'angle de contact donc, a diminué. Et ensuite, bien sûr, avec le spin coating, donc j'ai déposé ma couche au-dessus, bien sûr, après les étapes donc, à suivre, c'est un traitement thermique pour avoir donc, la couche qui devient donc, la couche de ce gel qui va devenir solide et qui va protéger contre les UV. C'est juste pour vous dire donc, un exemple qui est concret, un exemple pour lequel j'ai utilisé l'angle de contact et j'ai été amené à résoudre le problème de l'angle de contact qui était très élevé. Donc, c'est un exemple qui est concret que j'ai effectué donc, au laboratoire. D'accord? Alors, les gens qui vont effectuer ou bien préparer des couches minces, ils seront
forcément obligé d'avoir des solutions préparées qui ont des angles de contact inférieurs à 90 degrés pour avoir une bonne mouillabilité et pour maintenir donc leur solution au-dessus sous forme de film et ensuite donc les traiter et avoir donc le film qui est ciblé dès le départ. D'accord? Alors, après l'angle de contact, on passe donc à la montée capillaire. Donc, la montée capillaire, j'en avais parlé la séance dernière, où j'avais cité donc le fameux donc, scientifique physicien donc allemand Albert Einstein et j'avais dit que Albert Einstein c'est l'une des personnes qui s'était intéressée donc en premier à ce phénomène de montée capillaire. Donc la montée capillaire en général elle apparaît si vous avez un tube avec un rayon suffisamment petit et que vous rentrez dans une solution donnée, par, entre parenthèses, magie, vous allez voir que vous aurez toujours votre liquide qui va monter à l'intérieur de ce tube. D'accord? C'est un phénomène que vous avez aussi donc remarqué au niveau des gens qui ont effectué des TP, travaux pratiques de chimie, où vous avez donc toujours donc, une espèce de ménisque qui apparaît aussi donc, dans vos, par exemple, pipettes ou bien burettes, etc. D'accord? Donc, cette montée, elle est due à quoi? Elle est due à la tension superficielle en premier, parce que vous avez donc, de la même manière que qu'ici, vous avez différentes interfaces. Vous avez interface liquide-solide, solide-vapeur et liquide-vapeur. Aussi, donc, votre tube, c'est quoi? C'est un solide. D'accord? Votre liquide, c'est un. Donc, votre liquide ici, c'est une phase liquide. Et ici, l'atmosphère dans laquelle vous êtes, donc c'est une phase qui est gazeuse. D'accord? Donc, forcément, vous aurez, donc, premièrement, un angle de contact qui devrait se former. Vous aurez aussi une tension superficielle vu que vous avez des interfaces. D'accord? Et on a dit que la tension superficielle, c'est quoi? C'est une force qui va résister. Dans ce cas, qui va résister, donc à quoi? Il va résister à la force de pesanteur. D'accord? Et cette différence de force va permettre ou bien va forcer le liquide à monter dans le tube. D'accord? Donc l'expérience, grosso modo, elle consiste à quoi? À introduire un tube avec un diamètre suffisamment petit dans une solution. Ça, c'est donc ici une enceinte avec un liquide. Oui, avec un liquide. Et si vous avez donc un tube cylindrique avec un diamètre suffisamment petit, donc plus le diamètre est grand, moins on peut apercevoir ce phénomène, d'accord? Plus le diamètre est petit, plus on peut l'apercevoir.
Donc, à cause des tensions superficielles, ce qui va se passer, c'est que le liquide va passer à l'intérieur et selon donc les forces de tension superficielle, vous aurez donc une montée capillaire, une quantité qui va je vais le mettre comme ça manuellement, c'est mieux, que ce soit plus réel. Vous aurez une montée qu'on appelle une montée capillaire et c'est l'effet capillaire. Cette montée, bien sûr, peut être estimée à travers ou bien visuelle à travers une hauteur ici H. Et donc ici c'est un petit peu un zoom sur ça. Alors vous aurez donc à l'interface donc solide, liquide et ici liquide vapeur, donc l'angle θ similaire à l'angle de contact d'avant. Et donc on a dit que on aura deux forces qui s'exercent. Donc on a la force de pesanteur, donc le poids donc de la colonne du liquide donc dans le tube, qui n'est autre que donc la masse fois G, donc la force de pesanteur. Elle sera en équilibre avec donc la force de tension superficielle de l'interface, donc s'exerçant sur la ligne de raccordement entre le liquide et la paroi du tube. D'accord? Donc cette force, elle sera égale à quoi? Elle sera égale à, donc en principe, F c'est sigma D de A, donc D de, pardon, D de W, de W qui n'est autre que donc D de F sera sigma fois D de A. Ça veut dire que ça sera donc sigma fois cette surface. Bien sûr, cette surface, c'est quoi? Cette surface, c'est une portion donc d'une sphère, d'accord? Donc ça c'est ce qu'on appelle donc le ménisque, d'accord? C'est un ménisque qui a une forme donc d'une portion de sphère et on peut écrire que cette surface est 2pi fois r cos θ pour avoir donc cette portion de sphère donc qui va dépendre de cette, d'accord? Si on effectue donc l'égalité donc à l'équilibre bien sûr, P est égal à F à ce moment-là. Donc on peut effectuer notre calcul. Donc on peut simplifier par R. On peut simplifier par pi. Et on peut simplifier, donc je crois que c'est tout, d'accord? Et on peut écrire que cette hauteur peut être calculée à travers quoi? H est égal à quoi? Est égal à 2 fois sigma ou bien gamma, donc fois la tension superficielle ou bien le coefficient de tension superficielle, fois cos θ, divisé par quoi? Divisé par donc, la masse volumique, dans ce cas du liquide, fois R fois G. D'accord? Donc cette hauteur, elle permet donc de mesurer la tension superficielle. D'accord? Donc de cette interface. Donc si vous effectuez cette manip,
cette expérience, vous pouvez mesurer donc H, bien sûr, donc faites attention ici, donc la hauteur, donc il faut prendre la tangente au ménisque dont je parlais au départ. Vous pouvez donc mesurer le H. Vous pouvez mesurer donc cos θ visuellement, macroscopiquement, donc, par une caméra. Donc j'ai dit qu'il y a donc, des appareils qui permettent donc la mesure de l'angle de contact. Donc, vous avez votre R, vous avez votre masse volumique puisque vous connaissez votre liquide. G est une constante. En mesurant donc H et θ, vous pouvez retrouver la tension superficielle. D'accord? Donc, cette relation qui relie, cette relation qui relie donc la hauteur à la tension superficielle et à l'angle de contact en ce cas est dite loi de Jurin. D'accord? Si on veut aller donc d'une manière microscopique pour comprendre un petit peu ce qui est la montée capillaire ou bien l'effet capillaire, donc l'effet capillaire, d'une manière microscopique, il est dû à quoi? Aux interactions entre les molécules, dans ce cas, du solide, qui n'est autre que le tube, et les molécules donc, du liquide qui vont interagir jusqu'à donc avoir donc une montée à l'intérieur. D'accord? Mais il peut être aussi interprété d'une manière plus facile, macroscopique. D'accord? De la même manière qu'avant, donc quelle est l'information que peut nous donner donc l'angle θ dans ce cas? Pour θ égale à 0, ça sera donc un liquide qui est mouillant, donc c'est l'angle de contact. La hauteur d'ascension capillaire serait maximale. D'accord? Si θ est égal à 90 degrés, la hauteur d'ascension sera nulle. D'accord? Et si θ est supérieur à 90 degrés, cas d'un liquide non mouillant, on parle alors de, au lieu de parler de montée capillaire, on va parler de dépression capillaire. Donc, dans ce cas, les forces de cohésion sont supérieures aux forces d'adhésion. Le liquide ne mouille pas les parois du tube et par conséquent, donc le liquide va donc aller dans le sens inverse de la montée. Donc, il va descendre dans le tube et on parle dans ce cas de dépression capillaire. D'accord? Donc, les forces de tension superficielle tirent le liquide donc, vers le bas dans ce cas. La résistance de la force de ces tensions l'équilibre. Donc, maintenant, le poids donc, P du liquide manquant. D'accord? Donc, ici, donc, on aura une descente. Cette descente donc, va être résultante donc, de la force qui va être inverse à cause de quoi? À cause de l'angle donc, de contact ici qui est supérieur à 90 degrés. Bien sûr, donc, dans ce cas, donc, le poids, donc la pesanteur, va essayer donc, d'appliquer une force qui sera opposée puisque cette force donc, tire vers le bas. D'accord? Donc, à cause de l'angle de contact, on a trois scénarios. θ égale à 0, on a une montée capillaire. θ est égal à 90 degrés, on n'aura aucune montée. Donc, on va rester sur le même niveau que notre liquide. Si θ est supérieur à 90 degrés, au lieu d'avoir une montée capillaire, on a une dépression capillaire. D'accord? Il est quelle heure? Il est 10h30. D'accord. Donc, je vous donne 15 minutes pour vous reposer un petit peu et on va entamer donc la thermodynamique des interfaces pour essayer de terminer le chapitre. D'accord? J'espère qu'on va aller suffisamment rapidement pour le terminer. D'accord? Donc, je vous donne 15 minutes pour vous reposer un petit peu. Monsieur,
et on revient donc à 10h45. Oui. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'on peut avoir ces effets capillaires, quel que soit le liquide? Non. C'est ce qu'on vient de dire. Faites attention. On vient de dire que ça va dépendre de la nature du liquide. D'accord? La nature du liquide et la nature du solide aussi. Donc, il faut voir si le liquide, par rapport à ce solide, il est mouillant ou pas. D'accord? S'il est mouillant, plus il est mouillant, plus on aura une montée. D'accord? Moins il est mouillant, plus on se dirige vers θ est égal donc à 90 degrés, on aura donc on n'aura pas de montée capillaire. Si θ est supérieur à 90 degrés, à ce moment-là, on aura dépression capillaire. D'accord? Donc, ça va dépendre fortement de la nature du liquide, de ses propriétés et de la nature du solide. D'accord? Donc, faites attention pour l'angle de contact et pour la montée capillaire. Je vais insister sur ça. Ça ne veut pas dire que si j'ai un solide qui est avec un liquide donné, d'accord, on va dire avec de l'huile, donc l'huile n'est pas mouillante pour ce solide, ça ne veut pas dire que si je prends l'eau, donc l'eau ne sera pas mouillante. D'accord? Donc, pour deux liquides différents, donc ils sont différents, ils ont des propriétés qui sont différentes, le comportement peut différer pour un solide donné. Même chose pour un liquide. Donc, si vous prenez un liquide donné, vous prenez par exemple de l'huile et vous la mettez sur un substrat, par exemple, qui est en verre, la réponse ne sera pas la même que sur un substrat qui est céramique. D'accord? Donc, faites attention, ça va dépendre fortement de la nature de votre solide et de votre liquide. D'accord? Et un des exemples, déjà, on a dit que, non, dépendant de la mouillabilité, si θ est égal à 0, on aura montée capillaire. Si θ est égal à 90 degrés, on n'aura donc aucune montée. On aura donc un niveau qui sera donc le même que celui du liquide. Et si θ est supérieur à 90 degrés, on aura une dépression capillaire. D'accord? Donc faites attention à ça. Ça va dépendre fortement de la nature du liquide et de la nature du solide. D'accord? Est-ce que ça répond à ta question? Ok, monsieur, merci. Très bien. Alors, vous prenez une pause de 15 minutes et on se revoit à 10h45 à peu près. À tout de suite. Je vais arrêter l'enregistrement avant ça pour que je puisse donc mettre les vidéos donc, sous deux parties.